Les miliciens Shebab ont attaqué une base militaire au Kenya. Le site abrite des soldats américains et kenyans. C'est en réponse à l'envoi des troupes de Nairobi pour combattre le groupe affilié à Al-Qaïda. Yoweri Museveni, sur les traces de la route empruntée par sa guérilla pour s'emparer du pouvoir. Le président ougandais a initié une marche de 6 jours. Ses opposants l'accusent d'être déjà en campagne électorale. Et puis, en RDC, la ville de Pointe-Noire traverse une crise économique. À l'origine, la baisse de la production pétrolière. Plusieurs entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Les Shebab ont attaqué une base militaire au Kenya ce dimanche. L'assaut des miliciens du groupe islamiste somalien a lieu près de l'île de Luma, située au nord du pays. La base militaire ciblée abrite des opérations des forces américaines et kenyanes. Les détails. Cette attaque menée par les Shebab est la dernière en date au Kenya depuis que Nairobi a envoyé des troupes en Somalie en 2011 pour combattre le groupe affilié à Al-Qaïda. Le porte-parole de l'armée kenyane a déclaré dans un communiqué qu'il y a eu une tentative pour briser la sécurité sur la piste aérienne de Manda, une tentative repoussée avec succès. Les corps de 4 terroristes ont été retrouvés. La piste d'atterrissage n'a pas été touchée. Cependant, un incendie s'est déclaré touchant des réservoirs de carburant situés sur la piste. Dans une brève déclaration, le commandant militaire américain pour l'Afrique a aussi confirmé l'information indiquant surveiller la situation sans donner d'autres précisions. La région de Lamon, située près de la frontière somalienne, est touchée par des opérations menées par les Shebab avec des attaques fréquentes menées le long de la frontière, ciblant notamment les forces de sécurité avec des bombes placées en bordure des routes. Les Shebab ont revendiqué la responsabilité de cette attaque dans un communiqué, affirmant qu'ils avaient réussi à prendre d'assaut la base militaire fortement fortifiée et ont maintenant pris le contrôle effectif d'une partie de la base. Le groupe a affirmé qu'il y avait eu des victimes kenyanes et américaines, mais ces informations n'ont pu être confirmées dans l'immédiat. Les Shebab ont mené plusieurs attaques à grande échelle à l'intérieur du Kenya, affirmant qu'il s'agissait de représailles pour l'envoi de troupes kenyanes en Somalie en 2011 pour combattre le groupe ainsi que pour viser les intérêts étrangers. Le 28 décembre dernier, ils ont mené l'une des attaques les plus meurtrières de la décennie en Somalie, causant 81 morts dans l'explosion d'un véhicule piégé à Mogadiscio. Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont blessées dans un raid aérien. C'était ce samedi contre une école militaire à Tripoli. Nous sommes en Libye. Un bilan confirmé par un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. Un raid aérien contre l'école militaire de Tripoli a tué 28 cadets et blessé des dizaines d'autres. Cette école militaire se trouve à Al-Abda Al-Qadra, un quartier résidentiel de la capitale libyenne, sous contrôle du gouvernement d'Union nationale. Selon un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, les cadets effectuaient leur dernier rassemblement de la journée dans la cour principale avant de regagner leur dortoir au moment de la frappe. Les forces du gouvernement d'Union nationale ont accusé sur leur page Facebook les forces pro-Haftar d'avoir mené cette frappe, publiant des photos des blessés et des victimes. Les forces pro-Haftar n'ont en revanche pas revendiqué jusqu'à présent la frappe. Le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale a par ailleurs appelé à des dons de sang, invitant des donneurs à se rendre dans les hôpitaux et à la banque du sang. La banlieue du sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril dernier, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du gouvernement d'Union nationale. Depuis le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU. Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés selon la même source. Et cette marche initiée par le président ougandais, elle s'étend sur 6 jours et a démarré donc ce samedi dans la jungle. Yoweri Museveni veut donc retracer la route empruntée par ces guerrieros. Les faits remontent à plus de 30 ans lorsqu'il s'était emparé du pouvoir à Kampala.
Cette marche entamée samedi par le président ougandais a été qualifiée d'électorale par ses opposants alors que des élections sont prévues en Ouganda en 2021. En effet, cette marche initiée par Yoweri Museveni devrait courir sur 195 km depuis Galamba et prendre fin le 10 janvier à Birambo, au sud de la capitale ougandaise, où son armée rebelle a mené une de ses batailles les plus acharnées pour renverser son prédécesseur Obote. Cette opération particulière avait pour but d'attaquer Kambamba. La marche que nous allons faire jusqu'à Mirembo, cela fait partie de l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. La vraie histoire est que nous sommes partis d'ici et avons fini par attaquer Kabamba le 1er, le jour de l'an 1985. À la tête de l'armée de résistance nationale, son mouvement de guérilla, il s'est emparé du pouvoir cette année-là en balayant du pouvoir Idi Amin et Milton Obote. Il sera ensuite officiellement élu en 1996, 2001, 2006, puis en 2011, avec plus de 60% des voix. Un membre de l'opposition, Asuman Basalirwa, a estimé pour sa part que cette marche est un outil de campagne électorale. Le président Museveni dirige le pays d'une main de fer depuis 1986. À l'initiative du parti au pouvoir, la Constitution a été récemment modifiée pour supprimer la limite d'âge pour briguer la présidence, l'autorisant ainsi à se présenter pour un 6e mandat en 2021. Et direction la Guinée-Bissau pour parler donc de cette contestation. Si les résultats officiels de la présidentielle dans ce pays ont donc fait la joie du candidat Umaro Sissoko Embalo et de ses fans, ce n'est pas le cas de Domingo Simoes Pereira. Le challenger perdant de cette élection conteste sa défaite et demande aux institutions qui sont habilitées à évidemment régler cette situation. Les détails. L'ancien Premier ministre bissau-guinéen Domingos Simoes Pereira a dénoncé samedi le bourrage des urnes lors du second tour de la présidentielle dont il conteste les résultats auprès de la Cour suprême. Nous n'avons pas une garantie absolue que les éléments qu'ils nous ont transmis correspondent à la volonté exprimée dans les urnes par la population. C'est en notre responsabilité, nous tous, pas seulement en tant que citoyens, mais en tant qu'institution, de demander aux institutions qui ont la vocation de régler ce problème pour qu'ils garantissent au peuple guinéen que celui qui devrait être désigné pour piloter le destin de ce pays est en effet celui que le peuple a choisi librement dans les urnes. C'est ça notre position. S'il y a des soupçons qui ne sont pas clairs, il faut que cette situation soit éclaircie avant qu'on puisse assurer au peuple bissau-guinéen que les résultats correspondent vraiment à la volonté exprimée dans les urnes. Nous sommes là, disponibles à tout faire pour que cette vérité soit apportée au peuple. Le PAIGC a intenté vendredi une action contre les résultats auprès de la Cour suprême. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours du PAIGC. La Cour suprême dispose de 8 jours pour se prononcer. La passation de pouvoir entre le président sortant José Mario Vaz et son successeur doit avoir lieu 45 jours après l'annonce des résultats définitifs par la haute juridiction. La République démocratique du Congo se bat toujours dans la crise économique, en dépit des records de production pétrolière, la principale richesse du pays. À Pointe-Noire, le moteur économique de ce pays, nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont donc mis la clé sous le paillasson. Voyons tout cela dans les détails. Le balai des porte-containers et des camions est incessant. Depuis 80 ans, le port de Pointe-Noire est l'un des axes économiques majeurs de la République du Congo. Pourtant, le pays est en crise depuis 4 ans. En cause, la baisse des cours du pétrole. Plusieurs entreprises du secteur ont fait faillite. Cet entrepreneur est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Ici, vous avez 3 entreprises. Beaucoup ont dû arrêter leur activité, donc ont fait faillite. Et aujourd'hui, ils ont déposé les bilans. Et résultat, nous, on a perdu des contrats. Et si on perd des contrats, évidemment, on supprime des emplois. Et si on supprime des emplois, il faut presque se réinventer pour continuer à rester sur le marché. 50 000 personnes ont en effet perdu leur travail dans le secteur pétrolier. L'or noir est le principal pourvoyeur d'emploi de cette ville de plus d'1 million d'habitants. L'économie doit donc envisager de nouveaux débouchés. Il faut faire une relance de l'économie
Et en autre sens, la relance passe par, bien sûr, la diversification, mais aussi au niveau pétrolier par la mise en place effective du contenu local. Ça permettrait d'avoir des achats opérés par le pétrolier localement et donc de relancer un tant soit peu l'économie. Pour tenter de sauver son économie, le Congo a signé un accord avec le FMI. Les prévisions de croissance du pays pour 2020 sont en hausse et le trafic du port autonome de Pointe-Noire a augmenté. 900 000 containers ont transité cette année, de quoi nourrir les espoirs des sociétés qui en dépendent. On espère que pour la fin de cette année, on pourrait avoir un taux de croissance au niveau du pays, bien sûr, qui devrait dépasser les 3%. Et ça augure des bons résultats également pour le port. Parce que, d'une façon générale, les perspectives en termes d'évolution du trafic pour le port de Pointe-Noire sont plutôt optimistes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a d'ores et déjà annoncé la fin de la récession. Mais avec une dette de 2 milliards d'euros, le pays est loin d'être tiré d'affaire. Et on parle à présent de ce sit-in qui a donc lieu dans le nord du Liban. Les manifestants protestaient contre les restrictions bancaires. Des forces de sécurité ont dû intervenir. Et suite à ces événements, des banques sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Des manifestations inédites secouent le Liban depuis le 17 octobre. Les protestataires conspuant notamment les autorités pour leur incapacité à résorber la grave crise économique. Depuis septembre, les banques ont imposé des restrictions de plus en plus drastiques sur les retraits et les transferts. Aucune mesure officielle n'a été décrétée, mais les retraits sont limités en dollars et livres libanaises. Ces mesures ont provoqué la colère des clients qui accusent les banques de tenir leur argent en otage. Samedi, toutes les banques de la région Dakar, dans le nord du pays, étaient fermées, selon l'agence de presse ANI, au lendemain d'un appel de l'association des banques à les fermer jusqu'à nouvel ordre. Vendredi, en effet, des manifestants avaient fait un sit-in dans une banque à Alba où ils ont soutenu un client qui n'avait pu recevoir qu'une partie de l'argent qu'il réclamait. Les protestataires ont refusé de partir tant que l'homme n'aurait pas reçu la totalité de son argent, provoquant une dispute avec la direction de la banque et entraînant l'intervention des forces de sécurité qui ont dû tirer du gaz lacrymogène à l'intérieur même de l'établissement bancaire. La querelle a pris fin au bout de 10 heures lorsque la direction a promis de verser la totalité de l'argent aux clients. L'association des banques a condamné une attaque constituant une menace à la sécurité des employés et appelé les établissements de la région à fermer à partir de samedi. Et une autre de foot à présent, le buteur sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, fait figure de favori pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, décerné par la Confédération africaine de football. Son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah, et l'Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, sont également en lice pour le titre. On connaît désormais les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. Selon une liste dévoilée samedi par la Confédération africaine de football sur son compte Twitter, il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané. Salah a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016. 4e au classement international du Ballon d'Or devant Salah et Mahrez, Sadio Mané aura lui l'occasion de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis El Hadji Diouf en 2002. La récompense sera décernée lors d'une cérémonie officielle le mardi prochain à Hurghada en Égypte. Coéquipiers à Liverpool, les Reds Salah et Mané ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et au Mondial des clubs. Seule la Première Ligue leur a échappé au profit du 3e finaliste Riyad Mahrez. Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif a lui aussi livré une saison de haut vol et a brillé avec sa sélection lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision, Sika TV. Au revoir.